Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir des titres. Élection du nouveau bureau municipal à la mairie de Dakar. Barthélémy Diaz apporte des précisions sur le mode d'élection. Selon lui, la mairie s'est conformée à la décision de la cour d'appel. Tout a été fait suivant les règles. Personne n'a été éjecté, selon lui. Lutte contre l'immigration irrégulière et le chômage. Les chambres consulaires de Kaolack et leurs partenaires accompagnent les PME et les PMI de la région. 60 entreprises ont bénéficié d'un financement. Objectif, booster l'économie de la région. Affaire du bébé retrouvé mort dans une machine à laver à l'hôpital Abbas Ndaou. Les parents du bébé réclament un test ADN. Ces derniers estiment qu'ils sont perdus après avoir lu le rapport d'autopsie. L'âge mentionné ne correspond pas à celui de leur enfant. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Élection d'un nouveau bureau municipal à la mairie de Dakar. Barthélémy Diaz précise qu'il n'a éjecté personne. Il estime qu'il s'agit d'attaques politiques venant des individus qui cherchent à salir son nom. Pour le maire de Dakar, il n'a trahi personne. Tout a été fait suivant les règles. Nous reviendrons avant la fin de cette édition avec le compte rendu complet de ce face-à-face avec le maire de Dakar, avec la presse avant la fin de cette édition. Le maire de Dakar a également réagi après la publication du communiqué de la coalition Yewwi Askan Wi annonçant la fin de son compagnonnage avec Taxawu Sénégal. Selon Barthélémy Diaz, cette décision ne peut pas être prise. Les leaders ne se sont pas réunis. Ils doutent même de la fiabilité du communiqué. Je propose d'écouter les explications du maire de Dakar, Barthélémy Diaz. On m'annonce que l'élément n'est pas encore en place. Possible radiation de Ousmane Sonko sur les listes électorales. Selon Maître El Hadj Amad Thiam, juriste et spécialiste du contentieux des affaires, une radiation ne serait qu'une suite logique en adéquation avec la loi sur la contumace qui frappe de toute échéance le contumax. Je propose de l'écouter. Il est joint par Amadou Barry. Ce n'est qu'une application de la loi du Code de procédure pénale à son article 313. Il dit que lorsqu'une personne est condamnée par contumace, il est frappé par toutes les déchéances de la loi. Et qu'est-ce qu'on appelle par déchéance de la loi? C'est-à-dire qu'il perd tous les droits civiques qui rentrent dans cette disposition-là. C'est à eux, peut-être c'est l'administration, peut-être dans l'apprécier. Lorsqu'une condamnation pénale est prononcée à l'encontre d'une personne en matière de contumace, la loi a dit que le procureur de la République a l'obligation de procéder à toutes les formalités de publicité, c'est-à-dire faire l'affichage de la décision devant le tribunal qui a rendu la décision, à la mairie à la porte de la mairie du contumax, du domicile de son domicile, aux impôts domaines. Et il doit notifier aussi ça au ministre de l'Intérieur pour prendre les dispositions ici. Il peut attaquer la décision devant la Chambre administrative de la Cour suprême pour demander sa réintégration dans la liste des électeurs. C'est ça, il peut, ça dépend du juge d'argument, mais ce sont les avocats de Sonko de donner des arguments de fait et de droit. Ça peut être un argument légal. Faire le parvoir devant le juge. Dans ce cas-là, il peut attaquer la décision avec. Lancement du rapport annuel citoyen sur la contribution de la société civile dans les politiques publiques. Objectif, mesurer l'impact des politiques publiques et les activités de la société civile. Des recommandations ont été faites. Je propose d'ailleurs de suivre les explications de Ousmane Sen. Il est conseiller technique au ministère de l'économie et du plan, de l'économie, du plan et de la coopération. Il est interrogé par Abraham Poulpouy. Cette initiative
de mettre en place aujourd'hui le RACIP est une volonté de systématiser vraiment ces efforts, mais aussi ces contributions qui depuis très longtemps appuient les communautés et représentent la voix des sans-voix, des communautés qui sont vulnérables au sein du Sénégal et un peu partout au-delà de nos frontières. Donc nous saluons vraiment cette initiative de mettre en place cette plateforme qui va aujourd'hui fédérer mais aussi casser les silos. Parce que l'une des faiblesses de la société civile, c'est aujourd'hui la dispersion et ensuite l'existence des silos, qui fait qu'aujourd'hui chacun est dans son côté et qu'il n'y a pas ce dialogue permanent, cette coordination et synergie des efforts qui devraient normalement magnifier et montrer vraiment la contribution de la société civile, aussi sur le plan technique et que sur le plan financier. Ce rapport donc innovant est un important outil d'aide à la prise de décision et qui va nécessairement permettre d'améliorer la mise en œuvre des actions de développement au profit des populations et des communautés dans notre cher pays. Ce rapport confirme que la contribution des ONG est alignée aux axes du PSE, mais aussi aux ODD, qui à l'horizon 2030, la réussite de cette ambition ne pourrait pas se faire sans la contribution de la société civile. Affaire du bébé mort dans une machine à laver à l'hôpital à Basse-Ndao. Les parents du bébé réclament un test ADN en toute transparence. Selon eux, l'autopsie révèle que le bébé était âgé de 36 semaines alors que leur fils était lui âgé de seulement 10 semaines. Une chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre. C'est un compte rendu signé Khadija Nadjouf. Il y a quelques jours, la découverte d'un bébé mort dans une machine à laver avait ému plus d'un. Les parents de ce bébé, plus que désespérés, sont aujourd'hui dans le doute. Ils se demandent si réellement le bébé est le leur. On ne sait pas exactement si c'est notre bébé qui s'est retrouvé dans la machine à laver. Et même si c'était notre bébé qui s'est retrouvé dans la machine à laver, comment une telle erreur a pu se produire? Parce que selon le directeur, les linges sales qui étaient dans la chambre kangourou, dans la salle kangourou, ne se trouvaient pas sur le bébé. Et que la dame avait dit qu'elle a laissé le visage du bébé. Donc comment est-ce qu'elle a pu se tromper ou enrouler le bébé avec le linge sale? L'autopsie réalisée a révélé par surprise un bébé de 36 semaines, ce qui plonge davantage ses parents dans la confusion. Et sur le rapport, je vois, nous avons reçu le corps d'un bébé d'environ de 36 semaines. Et je lui ai dit que le bébé qui est né le dimanche à 33 semaines, ça fait déjà un point. Sur le rapport, j'ai vu, après ça, il m'a posé la question si je peux prendre le corps pour enterrer. J'ai dit qu'on ne parle plus d'un corps. Il s'agit des restes d'un bébé. Donc, je ne peux pas prendre le corps de l'enfant. Et s'il s'agissait que ce n'est pas notre bébé, ils doivent sortir le bébé. Tout ça après que l'hôpital leur a présenté le corps d'un bébé en très mauvais état à la suite des nombreux va-et-vient entre Basse-Ndao et CTO. Nous avons reçu dans un sachet le corps d'un bébé démembré, placé dans un carton. Donc je lui ai posé la question, c'est dans l'état là qu'ils ont reçu le corps. Il m'a dit qu'il ne sait pas. Sur le rapport, j'ai vu l'examen révèle une segmentation des membres du corps, l'estomac déchiré, sans poumon. Donc je lisais des tas de choses que je n'aimerais pas revenir. Et je lui ai posé la question, à la fin, il n'y a rien qui explique véritablement ce qui a tué ou bien de quoi est-ce que le bébé est-elle décédé. La famille du bébé mort plongé dans une machine à laver réclame toujours justice. Elle veut un test ADN au plus vite et de manière transparente. Je veux moi-même donner mon prélèvement et croiser avec un labo anonyme. Khadija Nadjouf, la police a mis la main sur des candidats à l'immigration clandestine au quai de pêche de Ndépé, c'est à Rufisque. Un jeune homme âgé d'une trentaine d'années aurait été atteint par balle au cours de l'opération. Je vous propose de suivre le témoignage de Mamoudou Diop Thioune au téléphone de Babacar Seck.
Il est vrai que ce constat est établi. Les événements se sont passés hier nuit à ce niveau. Mais c'est le critère de l'organisation que tout a foiré, parce que les flux d'informations ont permis aux agents d'être à point et de s'en opposer, ce qui a fait donc, comme vous le constatez, ces dégâts humains que nous regrettons. En effet, après l'échec de ce départ, comme vous savez, le désordre s'est installé. Moi-même, personnellement, j'ai pu voir beaucoup de gens intéressés au départ qui aujourd'hui citent des noms que je connais bien, parce que je suis du milieu et je connais bien. Je suis aujourd'hui, présentement là où je vous parle, au Forum social panafricain sur la migration, en évaluation d'un programme de l'OIM et de l'État sénégalais. Mais je dois vous dire que quand on n'a pas une politique migratoire, on ne peut pas créer une gouvernance migratoire. Ça rejoint toujours que l'État doit avoir sa copie et la mise à jour de ce programme pour installer la politique migratoire. Et de ce fait, la gouvernance migratoire doit pouvoir être appliquée. Je le disais tantôt, élection du nouveau bureau municipal de la mairie de Dakar. Barthélémy Diaz précise qu'il n'a éjecté personne. Il estime d'ailleurs qu'il s'agit d'attaques politiques venant des individus qui cherchent à salir son nom. Pour le maire de Dakar, il n'a trahi personne. Tout a été fait suivant les règles en compte rendu de Ami Diouf et de Selman Diallo. Le nouveau bureau municipal de la mairie de Dakar divise de plus en plus la coalition Yewwi Askan Wi et le parti Taxawu. Face à la polémique, le maire de Dakar tente d'apporter des éclaircissements. Barthélémy Diaz dénonce une calomnie politique pour salir son nom. Il faut qu'on puisse au moins se dire des vérités et c'est la raison pour laquelle j'aimerais parler au peuple sénégalais. Parce qu'il y a ce que je considère comme étant de la calomnie politique. Toutes les personnes qui ne sont pas prêtes à se soumettre à notre volonté, qui ne sont pas prêts à nous soutenir, ces gens sont des traîtres. Nous partons à l'Assemblée nationale. Nous devons voter une loi pour la réhabilitation de M. Khalifa Ababacar Sall. Eh bien, ces gens qui se disent être nos alliés, mais qui en vérité sont les traîtres, c'est de ça qu'il s'agit, décident qu'eux, ils vont introduire un recours. Selon Barthélémy Diaz, aucun maire de Taxawu Sénégal n'est membre du bureau, donc impossible de parler de favoritisme. Ces gens doivent savoir une chose. La situation qu'ils vivent actuellement, nous l'avons vécue avant eux, mais dans la dignité, dans la sérénité, dans la lucidité. Je n'ai pas le temps de gérer, moi, excusez-moi l'expression, des rancuniers, des haineux. La mairie de Dakar compte tous en conseiller et Benno Bokk Yakaar occupe les 33. Mais pour le maire de Dakar, tous ces élus ont pour objectif de travailler pour Dakar. Nous avons réussi à les convaincre dans le cadre de l'installation du deuxième bureau municipal à venir servir et travailler pour le peuple de Dakar. Ce qu'ils ont accepté difficilement, je le répète très difficilement. Mais j'en rends grâce à Dieu. Parce qu'une fois l'élection derrière nous, il n'y a plus de parti politique. Barthélémy Diaz a profité de cette rencontre pour solder ses comptes avec les autres membres de Yewwi Askan Wi. Pour le maire de Dakar, la coalition doit considérer Khalifa Sall comme un allié et non un ennemi. Ami Diouf, le maire de Dakar a également réagi après la publication du communiqué de la coalition Yewwi Askan Wi annonçant la fin de son compagnonnage avec le mouvement Taxawu Sénégal. Selon Barthélémy Diaz, cette décision ne peut pas être prise. Les leaders, selon lui, ne se sont pas réunis. Il doute même de la fiabilité du communiqué. Nous l'écoutons. Mais vous me permettrez, en m'adressant à cette coalition, de scinder la coalition en 3 différentes parties. Il y a les uns, il y a les autres, et il y a les excédents. Alors, les uns, nous sommes 3, membres fondateurs de la coalition Yewwi Askan Wi. Je voudrais d'abord commencer par saluer respectueusement mon papa, Serigne Moustapha Sy, ak Wér-gu-Wér. Interpeller M. Khalifa Sall, qui est hors du territoire. Je voudrais dire surtout que j'ai déjà indiqué que le marabout Serigne Moustapha Sy n'est pas membre de la conférence des leaders et ce n'est pas quelqu'un qui est accessible ou joignable facilement.
Je voudrais dire que le troisième leader, il n'est malheureusement pas disponible pour des raisons que nous connaissons tous. Ce sont les uns. C'est eux qui sont à l'origine de la coalition Yewwi Askan Wi. Et toutes les décisions doivent se prendre à la conférence des leaders. Comment dans le groupe des uns? L'un est malheureusement empêché parce qu'étant incarcéré. L'autre étant injoignable. Et Khalifa Sall étant hors du territoire. Ils sont rencontrés où pour sortir un torchon de communiqué qui veulent faire croire à l'opinion que c'est la conférence des leaders qui s'est exprimée. Alors maintenant, je voudrais parler aux autres. Je vous invite à la tenue et à la retenue, parce que vous faites pitié. Je souhaiterais vraiment leur demander de rester à leur place, parce que on a jamais locataire pour nous aimer et les gars de l'on. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a procédé à la remise de chèques aux chercheurs bénéficiaires de financement. C'est dans le cadre du Fonds d'impulsion de la recherche scientifique et technique. 16 projets ont été sélectionnés. Une enveloppe de 300 millions de francs CFA est dégagée. Moussa Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, est ici au micro de Babacar Seck. L'État poursuit sa volonté de booster la recherche en mettant les chercheurs dans d'excellentes conditions de travail et de production. C'est tout le sens de cette cérémonie de remise de chèques d'un montant de 300 millions de francs CFA destinés à financer des projets de recherche. Les projets retenus ont fait l'objet d'une sélection rigoureuse et sont orientés vers des thématiques innovantes, car la recherche scientifique doit jouer un rôle moteur pour le développement économique et social de notre pays. Notre système d'enseignement supérieur a connu des bons qualitatifs depuis 2013, suite à la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, avec d'une part un élargissement significatif de la carte universitaire, la modernisation des infrastructures universitaires et une diversification des offres de formation. Au terme de l'évaluation des projets de la présente édition du FIRST, 16 projets ont été sélectionnés sur les 56 projets qui ont été proposés, soit un taux de financement de 28,57%. Le budget total alloué aux 16 projets sélectionnés est de presque 300 millions de francs CFA, dont les 200 millions sont à mobiliser par le MESRI. 100 millions seront pris en charge dans le cadre du partenariat SDCI2-MESRI. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, des universitaires veulent que l'on redonne au Temple du Savoir ses lettres de noblesse, un plaidoyer fait à l'occasion d'un colloque international qui portait sur les enjeux du continent africain. Correspondance à Saint-Louis, Momar Alisnian et Mokhtar Seck. La recherche en sciences économiques et gestion en Afrique à l'épreuve des questions du moment. Tel est le thème du colloque international organisé par l'Université Gaston Berger de Saint-Louis pour rendre hommage au professeur Adama Diaw. Mais pourquoi une telle initiative? Le premier élément, c'est la tradition universitaire. Vous savez, dans les grandes universités, c'est une tradition. Quand un des collègues les plus valeureux est admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite, qu'un colloque ou bien une cérémonie d'hommage soit organisée à son honneur pour lui dire merci. Le deuxième élément que j'ai évoqué également dans mon discours de ce matin, ce sont les valeurs qui incarnent celui que nous célébrons aujourd'hui. L'élément qui rassemble maintenant tout dans nos pays, nos jeunes manquons de modèles, nos jeunes manquons de repères. Le fait de faire cette cérémonie devant nos étudiants, devant la nation sénégalaise, c'est de dire voilà un exemple à suivre. Très ému, le professeur Diaw a profité de cette cérémonie pour demander à ce que l'on revienne à l'orthodoxie universitaire. Pour moi, les choses chacun doit rester à sa place et c'est comme ça qu'on avance. J'ai comme l'impression maintenant que les générations actuelles d'étudiants veulent le patron des universités gérer le campus social, le campus pédagogique, etc. Mais où allons-nous avec ça? Non, il faut que l'étudiant se dise que moi je viens à l'université pour apprendre, mais pas pour faire de la politique.
L'université n'est pas... Parce que chacun vient à l'université avec ses convictions politiques. Mais si on doit alors régler les batailles politiques ici dans le domaine universitaire, mais nous ne nous en sortirons jamais. Espérons que cet appel soit entendu par les différents acteurs de l'université. Les travaux du colloque international se poursuivent au Centre d'excellence africain en mathématiques, informatique et TIC. Je le disais en titre, pour faire face au manque d'emploi chez les jeunes et lutter contre l'immigration irrégulière, les chambres consulaires de Kaolack et leurs partenaires USAID Entrepreneuriat et Investissement accompagnent les PME et les PMI de la région. 60 entreprises qui ont été sélectionnées ont présenté des résultats satisfaisants. Selon le coordonnateur du projet USAID, d'autres entreprises seront financées et accompagnées en formation pour booster l'économie de la région. Correspondance à Kaolack, Sekou Diallo. La promotion du développement des entreprises au Sénégal, particulièrement dans la région de Kaolack, c'est l'objectif du projet USAID Entrepreneuriat et Investissement. Pendant 10 mois, ce projet a accompagné une 60aine de PME-PMI des régions de la zone centre. Alioune Ndiaye, coordinateur du projet au niveau de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack. C'était juste de nous assurer qu'on a couvert l'ensemble des secteurs et de voir l'ensemble des types d'entreprises qui sont au niveau de la région de Kaolack. Bien évidemment, il y avait des critères sélectifs par rapport au chiffre d'affaires, au nombre d'employés. Mais comme on l'a dit, c'était un pilote et c'était pour nous un moyen de tester les outils, les mécanismes, voir la capacité de notre dispositif à accompagner les PME de Kaolack. Pourquoi on a réduit le choix à 60? Plus de 3000 PME étaient recensées, les 60 sont sélectionnés pour la phase pilote. Le projet compte cibler d'autres entreprises d'ici la fin de ces interventions. Et c'est un moyen efficace pour faire face aux problèmes d'emploi pour les jeunes et à l'immigration irrégulière. Aujourd'hui, on a vu un phénomène exponentiel de départ des jeunes vers l'Eldorado, ce qu'ils croient être Eldorado. Donc l'accompagnement que nous apportons, c'est pour montrer qu'on peut réussir dans son pays, on peut réussir dans l'entrepreneuriat. Et les différents films qu'on a montrés, ça montre qu'il y a même des entrepreneurs qui ont quitté des emplois salariés pour se lancer par exemple dans la filière de l'anacarde. Il y a d'autres types de filières, par exemple la filière sel, peut-être qui n'était pas qui était resté dans un niveau artisanal. Aujourd'hui, nous pouvons le développer avec des innovations. Une bonne partie des PME et PMI se trouve dans la région de Dakar. Kaolack n'a enregistré que les 6%. Et c'est un défi à relever selon Alioune Ndiaye, coordinateur du projet USAID Entrepreneuriat et Investissement à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack. Examen de BTS en cybersécurité à l'école centrale polytechnique d'ingénieurs de Dakar. Une première au Sénégal. Les étudiants qui vont réussir le concours vont poursuivre leurs études à l'école centrale polytechnique et intégrer le cycle d'ingénieur. Mohamedou Silla est le président directeur général de l'école centrale polytechnique d'ingénieurs de Dakar. Il est ici au micro de Ndeye Ante Diop et de Seleman Diallo. On organise le premier examen d'état national en cybersécurité. Pourquoi? Parce que l'école propose des BTS en cybersécurité. On a demandé à l'État de l'intégrer, l'État l'a intégré. Aujourd'hui, c'est le premier examen à l'échelle du pays. Inch'Allah, l'année prochaine, tous les jeunes qui voudront pourront le faire. Aujourd'hui, ils sont 6. Et l'année prochaine, ils seront... Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Dans cette école, au niveau de la formation diplômante, il y a 3 cycles. Donc, les bacheliers qui ont la série S, je dis bien S, ils ont le choix. Ici, on a une prépa. On a une prépa. Cette prépa, le programme, c'est la même chose que la prépa en France. Ils ont 12 heures de mathématiques par semaine et 6 heures de physique. L'année prochaine, il y en a 4 qui vont aller dans une école d'ingénieurs publique en France. On n'est pas obligé d'être bachelier scientifique. Nous, on tend la main à tout jeune, quel que soit son bac. S'il veut, s'il est motivé pour apprendre les métiers du numérique, on lui tend la main. On va le former en numérique, on va le former en cybersécurité.
Et puis au Canada, le service de police est à la recherche de 15 ressortissants sénégalais qui ont fait irruption dans l'ambassade du Sénégal le 1er août dernier. Il est reproché donc à ces individus d'avoir pris part donc à une manifestation devant l'établissement et d'avoir par la suite commis plusieurs infractions. Il est notamment question de voies de fait, méfaits de plus de $5,000. Donc, et de complot visant bien sûr à perpétrer un acte criminel. Donc, le service de police de Ottawa à la recherche donc de 15 ressortissants sénégalais après l'attaque donc de l'ambassade du Sénégal. Et puis cette information sur le Niger, donc sur cette crise au Niger, la CEDEAO a activé sa force d'attente, mais continue également de rechercher une solution pacifique. Les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé donc d'activer la force d'attente de la communauté ouest-africaine pour la restauration de l'ordre constitutionnel au Niger. L'option militaire semble ainsi enclenchée, même si des précisions sont encore nécessaires pour mieux comprendre la forme exacte donc, de ce déploiement. Dans un communiqué, la CEDEAO a en effet demandé que l'Union africaine approuve, mais également valide ces démarches et appelé au soutien de tous les partenaires, y compris l'Organisation des Nations Unies. Ces points seront donc à préciser, tout comme certainement le cadre légal et la composition de la force qui sera mobilisée. Donc, c'est l'information principale issue donc, de réunion des chefs d'État de la CEDEAO qui a donc décidé d'activer sa force d'attente. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.